Oh là là, c'est bizarre comme question. D'entrer dans des soirées où il y a Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, ça, c'est assez cool. Je veux ton corps. Bah c'est qui? Dans le film de Benoît, j'ai une scène d'amour avec un frigo. Alors bon, c'est assez original et assez désinhibant parce que, en fait, dans les scènes d'amour, t'as toujours peur que l'autre partenaire soit mal à l'aise. Là, au moins, avec le frigo, je savais que lui, bon, a priori... J'ai pas vraiment eu de scène avec elle, mais je pense quand même que c'est Fanny Ardant dans le film de Nicolas Bedos que j'ai adoré depuis petite. Et comme j'avais pas trop de scène avec elle, parfois il m'arrivait de rester sur le plateau pour la voir travailler. Pas de problème. Et puis finalement, après c'est sorti et puis après on a fait le casting et ça s'est très bien passé, mais c'était très spécial. Et je pense qu'ils m'ont prise pour une fille déséquilibrée. Voilà, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à toutes, bienvenue ici à l'Écale à Lausanne pour cette deuxième journée des rencontres du 7e art. On a le bonheur et le plaisir de recevoir une fille qui a l'air ultra décontractée. Quand on la voit dans l'interview qu'on vient de voir, on a l'impression que vous êtes très décontractée, que tout coule sur vous comme ça, que vous êtes décontractée ou pas, Doria Tillier? Maintenant, par exemple, votre état d'esprit. Là, tout de suite, maintenant, oui, assez. Mais sinon, dans la vie, pas vraiment. Disons que je suis stressée par plein de choses, mais peut-être pas par le fait d'être interviewée. Est-ce que vous croyez quand même que malgré tout, votre expérience au départ, même si ce n'est pas ce que vous avez fait tout au début, mais de faire de la télévision en direct, ça apporte en fait cette espèce de rapidité, cette capacité à se mettre dans le bain de quelque chose, d'arriver dans un plateau qui n'était pas prévu pour vous forcément, et d'y injecter votre personnage, parce que vous n'étiez pas forcément vous à la télévision le soir, vous jouiez quelqu'un tous les soirs. Est-ce que c'est un bon exercice ? Oui, c'est sûr que c'est un bon exercice. Après, je crois que la plupart des expériences sont de bons exercices et peut-être j'aurais fait du théâtre ou plein d'autres choses. Ça m'aurait appris, ça m'aurait servi aussi. Mais la télé, ça m'a servi parce que sur un temps très court, chaque soir et en direct, je devais pouvoir être drôle ou au moins être divertissante. Mais c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup appris, j'allais dire à gérer mon stress. Je ne sais pas si ça m'a appris, mais ça m'a fait apprendre à vivre avec le stress. Je ne sais pas si je le gère mieux, mais bon. Alors, quand vous dites que toutes les expériences peuvent mener, on peut les utiliser, en tout cas dans son travail de comédienne et puis de réalisatrice, elles peuvent être utiles à quelque part. Vous avez été au début, comme vous avez fait des petits boulots, vous avez été serveuse pendant un bout de temps. Rétrospectivement, pouvez-vous vous dire à quoi ça vous sert ou ça vous sert aujourd'hui dans votre travail, le fait d'avoir par exemple été serveuse ? Non, pas spécifiquement, juste les expériences qu'on a dans la vie, mais je veux dire de dire bonjour à son boulanger, enfin n'importe quoi, de vivre quoi. Être serveuse en particulier, pas plus qu'autre chose. Je me risque à quelque chose. Vous en avez parlé une fois, et je pense que c'est un lieu d'observation assez intéressant quand même, le fait d'être serveuse. On croise beaucoup de personnes différentes, on observe des gens, on entend des bouts de discussion. Au début, vous aviez, je crois, aussi enfin je sais pas, je peux l'imaginer, vous avez été assez forte visiblement en imitation, où vous étiez tout à fait, c'est une de vos premières affectations, une première rencontre avec la représentation. Est-ce que vous pensez que cette observation du réel, elle vous est parfois utile pour composer des personnages? Oui, complètement. Et d'ailleurs, l'imitation, c'est quelque chose que je faisais naturellement, c'est-à-dire sans me dire que c'était des imitations, mais même quand j'étais plus jeune, j'allais me mettre à imiter, je sais pas, telle personne de ma famille ou de je sais pas quoi, sans me dire je vais faire une imitation, juste comme on parle. Mais je pense que, oui, observer les gens, mais moi je sais que les gens que j'ai imités ou qui m'ont inspiré, c'est souvent des gens qu'il faut quand même, je crois, enfin en tout cas pour ma part, observer plus longuement qu'on peut le faire quand c'est le client d'un restaurant et qu'on entend une bribe de conversation. C'est vrai que c'est pour ça que je vous dis que je crois pas spécialement, je sais pas, moi en tout cas par exemple en tant que serveuse, ça va plus être mon patron avec qui j'ai travaillé, mais croiser des gens comme ça très furtivement, j'ai pas l'impression que ça apprenne beaucoup sur la nature humaine. Je crois qu'il faut quand même passer un tout petit peu de temps avec eux. Alors, dans la bande-annonce, le petit montage qu'on a vu au départ, vous parlez de Fanny Ardant. Je sais que c'est quelqu'un dont vous faisiez une imitation avant. Oui. Vous l'avez imité, très bien. Je ne vais pas vous demander de le faire, vous inquiétez pas. C'était juste, quand vous l'avez rencontrée,
En quoi est-ce qu'il y avait un décalage, je dis bien dans l'imitation, hein, pas dans ce qu'elle est, elle, mais quand vous la voyez, vous disiez, en fait, j'étais assez juste par rapport à sa façon d'être, ou il y a une très grande différence entre ce qu'elle était à la télévision ou au cinéma, est-ce que vous voyez quand vous l'avez rencontrée? Non, j'ai pas vu une très grande différence. Je trouvais qu'elle ressemblait assez à ce que... Enfin, je sais pas si elle ressemblait à l'imitation que j'en ai faite, mais en tout cas, à la vision que j'en avais. Oui, elle ressemblait assez à ça... parce que je crois que Fanny, elle est assez poétique. Et elle est poétique dans la vie aussi, parce que j'allais dire, c'est pas qu'elle fabrique, c'est pas qu'elle est pas naturelle, mais c'est-à-dire qu'elle a une façon, oui, elle est pas détendue, elle est tendue toujours vers quelque chose d'un peu magnifique, un peu extraordinaire. Voilà. Après, j'ai pas pris une douche avec elle non plus. J'ai pas partagé son quotidien. Peut-être que chez elle, quand elle est en pyjama, elle parle autrement. Mais cette petite distance, en fait, du fait d'avoir une représentation, d'être toujours un petit peu en représentation, c'est ça que vous dites, en fait, dans le fond, qu'il y a une sorte. Oui, mais quand disons que je l'ai pas dit comme ça parce que si je dis qu'elle est en représentation, c'est vrai qu'il y a une connotation peut-être un peu péjorative. Et que moi, j'aime beaucoup que Fanny, elle soit en représentation, parce que je trouve que c'est une élégance, et que c'est que oui, quand je disais comme un poème un peu ambulant, quoi. Mais oui, pardon. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire, par exemple, vous, c'est quelque chose que vous avez développé, ou que vous avez imaginé, ou que vous essayez d'être dans une sincérité absolue Moi, j'essaye de rien, mais je crois pas du tout être comme ça. Je pense qu'on est ce qu'on est. Peut-être, elle, je sais pas pourquoi elle est comme ci, et ça m'amuse chez elle, mais... peut-être que non, je suis pas comme ça. Et vous vous dites que c'est une question de rapport à l'époque. Peut-être à un moment donné, on attendait des comédiennes d'être très en dehors d'une sorte de, entre guillemets, banalité du quotidien, et qu'aujourd'hui on ne cherche plus vraiment ça. Franchement, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est quelque chose, j'imagine, de plus personnel, qui doit, je présume, après il doit y avoir plusieurs raisons, mais la première, j'aurais dit que c'était plus personnel, probablement lié à son histoire personnelle, ce qu'elle est. Voilà, après l'époque, peut-être un peu aussi, mais je connais pas assez l'histoire des actrices pour mesurer ça. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas l'impression... On me pose souvent la question en interview, oui, est-ce qu'en tant qu'actrice, on vous demande de faire ci, on vous demande de faire ça, mais moi, on me demande rien. Donc, j'ai aucune pression en tant qu'actrice. Je suis juste. Comment ça, on vous demande rien? Pardon? Comment ça, on vous demande rien? On me demande rien en tant qu'actrice. Je veux dire, on me demande. Enfin, je veux pas dire les réalisateurs ne me demandent rien, mais je veux dire, on me demande pas d'être quelqu'un en interview. On me demande pas d'avoir du mystère. On me demande pas d'avoir un compte Instagram ou je ne sais quoi. Voilà, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'était même pas votre question, mais... Non, mais c'est intéressant, vous avez raison, parce que je pense que ce que vous racontez sur le côté poétique de Fanny Ardant, effectivement, oui, qu'elle a et qu'elle a développé, c'était aussi peut-être une manière de pouvoir se protéger, des fois, d'un certain nombre de choses qu'il peut y avoir dans la brutalité des questions qu'on peut poser, ou dans le monde aujourd'hui, ce qu'on demande aux comédiens ou aux comédiennes, le fait d'être décalqué, entre guillemets, comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire c'est pas vraiment de la représentation dans le sens de pas être sincère, c'est très sincère, elle est très sincère, mais elle est très sincère dans quelque chose qui est un petit peu éloigné. Est-ce que vous vous dites c'est une mesure de protection, en fait, qui est tout à fait une sorte de cordon sanitaire intéressant pour les actrices et les acteurs, ou comme vous le dites, vous vous êtes pas posé cette question, et que des fois vous vous dites je me retrouve exposé à des choses à laquelle on ne l'exposerait pas de par cette espèce de distance poétique. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et d'ailleurs, en vous entendant parler, je pense aussi que peut-être elle a pu développer ça, oui, pour mettre cette distance, peut-être avec un monde qui l'agace, par exemple. Oui. Et c'est vrai que parfois... d'avoir mis cette distance, ça permet de ne pas être agressif, par exemple, quand on est énervé par quelque chose. Ça permet de regarder ailleurs et de répondre une question un petit peu alambiquée. Alors que moi, parfois, si je suis mise mal à l'aise ou dérangée, agacée par une question, ça va se voir. Ce qui n'est pas le cas jusque-là. Hein. Ouais, je me voilà prévenu de cette façon, mais en même temps, ça devient presque, je me disais, parce qu'on vous définit, ou quand on lit des articles sur vous, on se dit, on entend souvent l'adjectif de « elle est très cash »,« elle ose », etc. Puis je me dis, oui, enfin, j'en sais rien, c'est ce qu'elle produit, c'est ce qu'elle montre, en fait. Moi, je ne sais pas du tout si elle est très cash ou si elle ose. En même temps, aujourd'hui, c'est vu comme une grande qualité. On se dit, voilà, alors elle rentre dedans,
Après, c'est pas non plus le cas quand je vous vois dans les films, quand je vous vois dans des interviews à la télé, je me dis pas, voilà quelqu'un qui essaie de rouler dans les brancards à tout prix. Par contre, vous avez une sorte de franc-parler, effectivement, qui aujourd'hui est vu comme une qualité, et puis je trouve ça très courageux, puis en même temps, je me dis, c'est vrai que vous vous mettez des fois, alors peut-être plus en péril, que des comédiennes d'une autre époque à qui on ne demandait pas d'être aussi frontale. Et aujourd'hui, on se dit c'est une sorte d'avancée où on demande aux comédiennes d'être aussi frontales et engagées. Et des fois, je me dis oui, on leur laisse peu de chance. Je ne sais pas si on demande ça aux comédiennes. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, tant mieux si on me trouve sincère, mais je ne sais pas si on leur demande ça. Et en tout cas, moi, je trouve que je suis souvent... dérangée par... dérangée. Je trouve que beaucoup d'artistes, comédiennes ou comédiens, artistes en général, aujourd'hui, avec ces nouveaux médias, ont peur d'être simplement sincères. Et moi, je trouve que la parole, elle est plutôt assez lissée. J'ai pas l'impression qu'on demande aux gens d'être spécialement rentre-dedans. Mais j'ai pas l'impression d'être rentre-dedans, moi. Mais quand vous le lisez, quand on dit voilà, que vous pouvez être des fois très frontal, vous vous dites oui, c'est vrai ou c'est pas vrai du tout Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est sûr que comme je trouve que les autres sont gueule de bois, je me trouve moins gueule de bois, mais c'est pas... non, c'est pas le mot, parce que... Non, c'est pas vraiment ça. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire, parce que c'est dur de se définir soi-même. Ouais. Je sais pas si... Je dis pas tout ce que je pense, c'est sûr, mais je dis pas des choses que je pense pas. Je dirais plutôt que c'est comme ça. Et que je vois souvent des gens dire des choses qu'ils ne pensent pas, même pas parce qu'ils mentent, simplement parce que c'est des phrases toutes faites qu'on a l'habitude de répéter, ou qui répondent des choses parce qu'ils sentent qu'on attend d'eux qui répondent ça. Ah, dites-moi, ce film, c'était incroyable, ça a dû être dingue de tourner avec lui. Ah oui, c'était dingue. Alors que, pas spécialement, peut-être. Mais... Et donc voilà, je dirais... Juste que j'essaye de ne pas dire ce que je ne pense pas. Et dans le même ordre, c'est la raison qui vous a aussi poussé assez vite à devenir scénariste, c'est-à-dire à vous dire autant écrire des choses que mes personnages pourraient dire, plutôt que de me faire imposer les mots d'autres personnes. C'était plus circonstanciel, franchement, parce que je ne peux pas dire que je sois devenue scénariste. J'ai co-scénarisé un film pour l'instant. C'est vrai que l'écriture, ça m'intéresse. Et mon court-métrage aussi, oui. C'est vrai. Mais... à chaque fois, c'était circonstanciel, oui. C'est-à-dire que ça s'est mis devant moi, mais jamais je me suis pas dit, tiens, je vais m'asseoir et je vais écrire. Mais je pense que oui, j'ai cette envie en moi. Et c'était quoi la question déjà ? Pour la prolonger, plutôt, c'est que vous dites que vous n'écrivez pas, mais que l'écriture vous intéresse. Quand je vois ce que vous avez co-scénarisé, ce que vous scénarisez pour votre court-métrage, je peux reconnaître une patte. Une façon d'écrire les dialogues, de faire parler les femmes, par exemple, où je me dis, je vois du coup, dans le film que vous avez co-scénarisé, je ne peux pas vous dire ce qui vous appartient, mais c'est toujours difficile dans un scénario de savoir au final qu'est-ce qui appartient aux uns aux autres, mais je reconnais une façon d'écrire. Environ 95%. Voilà, c'est ça. J'espère que la répartition des droits est la même, mais effectivement, je peux remarquer ça, et quand je vois votre court-métrage, je vois qu'il y a une forme d'écriture qui est visiblement une sorte, je ne peux pas dire le style, le mot est des fois un peu galvaudé, mais une façon de faire qui semble vous ressembler. Ça me fait plaisir, mais je crois que... en fait, j'ai l'impression que souvent, moi, on m'a déjà demandé « Ah, mais de quoi vous voulez parler ?» On voit dans ce que vous avez écrit que vous avez voulu aborder tel thème, ou vous avez voulu faire un film féministe. Moi, je me suis jamais dit « Ah, j'ai envie de faire un film féministe » ou « J'ai envie d'aborder tel thème ». Je pense que simplement, si on est, par exemple, féministe, ou si on est intéressé par tel thème, ça rejaillit, mais je n'y ai jamais réfléchi. C'est plus quelque chose de spontané. Ça me fait plaisir que vous trouviez une cohérence dans les choses que j'ai écrites. Ça veut dire que c'est sincère, du coup, parce que oui. Ça vient de la même personne, mais c'était pas... Je ne voudrais pas poser la question de qu'est-ce que vous voulez écrire, c'est comment, de quoi vous voulez parler, c'est comment vous voulez parler. Je trouve que ce qui est assez beau, vous n'avez pas posé cette question. Mais oui, mais je trouve que vous avez raison. C'est-à-dire que je comprends bien que vous ne puissiez pas répondre à la question de quoi vous voulez parler. D'ailleurs, c'est une question idiote parce qu'on ne sait pas, tant que le film n'est pas fait, de quoi on veut vraiment parler. Par contre, je peux voir comment vous avez voulu parler. C'est-à-dire les mots que vous avez décidé de mettre dans la bouche de vos comédiennes et comédiens dans votre court-métrage, ou la façon dont vous faites parler les personnages, et particulièrement le vôtre dans La Belle Époque, par exemple, je peux comprendre, je peux entendre, en fait, dans le fond, une façon de parler, d'utiliser le français et la langue, qui n'est peut-être pas celle que je pourrais voir si c'était un scénariste qui écrivait pour quelqu'un qui n'avait pas joué le rôle. Donc je vois en fait dans le fond que vous vous posez sans doute, mais c'est peut-être une interprétation de ma part, plutôt un mode de comment est-ce que les choses doivent être dites, plutôt que pourquoi est-ce qu'on doit les dire.
Ah oui. Je vous saoule déjà. Non, vous me saoulez pas du tout, mais non, je trouve ça intéressant, mais j'essaye de savoir si j'ai bien compris, parce que j'aime bien écrire, mais je suis pas très. Ça, c'est là. Je me méfie immédiatement. Signe d'intelligence immédiatement de dire ça, donc je me méfie. Mais en fait, je peux vous demander de reposer la question. Je suis désolée. Non, je me disais, je comprends bien en fait la raison que je simplifie. J'ai l'impression que, par exemple, je simplifie dans le sens, peut-être si vous n'avez pas compris, peut-être les autres personnes n'ont pas compris non plus. Si, probablement. Mais... Non, je trouve que, par exemple, aujourd'hui, des dialogues qui permettraient à des actrices de jouer à la fois la séduction, la politique, l'intérêt, l'investissement, etc., il y a peu de rôles féminins dans le cinéma français qui permettent aux comédiennes, comme c'était peut-être le cas dans le cinéma de Nouvelle Vague ou dans les films desquels a joué, par exemple, Fanny Ardant, d'être à la fois sexy, intelligente, brillante, revancharde, compromettante pour les hommes, de ne pas être un usage unique. Et je trouve que dans les mots que vous écrivez, que vous décidez de mettre en bouche, vous concernant, mais aussi des autres comédiens et comédiennes dans votre film, il y a cette idée de se dire, on n'est pas qu'une chose, qu'un usage, et surtout, on peut très bien être une très belle fille intelligente et utiliser un langage qui est un langage pas du tout dans les hautes sphères, mais très présent et direct, c'est-à-dire avoir une sorte de quelque chose de très frontal, comme là des fois le cinéma américain. C'est-à-dire des gens, les universitaires ne parlent pas comme des universitaires dans le cinéma américain, ils parlent avec des mots très très simples. Et je trouve qu'il y a ça chez vous, ce désir de se dire, je ne veux pas être prise dans un seul usage. C'est pour ça que quand je vous ai vu passer à la réalisation, je me dis, ça me semble couler de sens. Bah, merci. En fait, si, je crois que j'avais bien compris. C'était pas une question, c'était simplement un compliment. Vous vouliez que je répète le compliment, non, mais c'est vrai que c'est pas. Merci, mais c'est pas. Du coup, je sais pas quoi dire. Mais à part merci. Non, alors, vous pourriez répondre à la question de est-ce que vous écrivez les rôles qu'on ne vous propose pas? Ah. Je peux encore vous faire quelques compliments, mais je préférerais que vous répondiez à une question. Écoutez, c'est pas conscient en tout cas. Donc, je crois, oui, peut-être. Bah, disons qu'on me proposerait que des rôles comme ça. Oui, peut-être. Je l'écrirais pas. Je pense qu'on est, en tout cas, on a toujours envie d'écrire un truc qu'on a. Quand je dis qu'on n'a jamais vu. Mais un peu, oui, qu'on n'a jamais vu. Soit, en tout cas, donc, si on me l'avait proposé, je l'écrirais pas. Mais j'ai envie de l'écrire, pas nécessairement pour moi. D'ailleurs, ce court-métrage, j'aurais pu jouer dedans, mais ou pas. Enfin, franchement, sincèrement, c'est pas trop le sujet. Mais ça m'amuse. Moi, j'aime beaucoup les dialogues. J'aime beaucoup, oui, même les mots. J'aime beaucoup. Enfin, vous parliez de vocabulaire justement. J'aime bien réfléchir à chaque mot et donc voilà, c'est comme un jeu, quoi, l'écriture de dialogue, je trouve, pour moi. Mais peut-être, vous voulez me faire dire que le paysage scénaristique français est désert. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, comme vous l'avez dit au début, moi je ne veux rien vous faire dire. Il y a quelqu'un d'autre qui est présent ici. Non, mais c'est vrai, pour terminer ou continuer, c'est vrai que je reçois pas mal de scénarios de comédie françaises et il y en a qui sont bien, mais il y en a beaucoup. Pour la plupart, je trouve que j'ai l'impression que c'est comme du prêt-à-porter écrit, quoi, à l'écrit. Comme si il fallait cocher des cases dans l'écriture de scénario, de comédie, en tout cas je le note dans la comédie, moi j'ai plus de mal à le remarquer ailleurs. Comme si, une comédie commençait, alors il faut qu'il y ait une belle-mère méchante, un voisin, je sais pas, étranger avec un accent et un chien qui pue. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais mais vous voyez, un peu comme des clichés et puis des cases à cocher, mais je ne sens pas l'essence de quelqu'un, souvent, dans cette écriture-là. Je le dis parce que, du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui... Oui, bien sûr, qui sont scénaristes. Et c'est vrai que c'est souvent un truc qui me saute aux yeux quand je lis des scénarios, comme si il fallait suivre un cahier des charges. Voilà. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû... d'abord, il doit y avoir peut-être un manque de confiance en soi qui fait qu'on se dit ce que je vais faire, ça va pas être assez bien. Comment font les autres? C'est quoi le mode d'emploi pour écrire un scénario? Ça doit être lié à un manque de confiance en soi, peut-être un manque de talent aussi. Je dis pas que c'est ça, mais qu'est-ce que ça peut être? Manque de talent, manque de confiance, ou peut-être que oui, c'est pas un manque de confiance, mais peut-être qu'à force de voir
les mêmes choses. On se dit qu'il n'y a que comme ça que ça marche, mais je crois qu'il y a vraiment d'autres façons. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure sur la parole, mais on est dans une société qui a tendance à beaucoup lisser les choses. Même quand on regarde sur certaines plateformes, les produits de certaines plateformes sont un petit peu uniformisés comme ça. Parce que ça marche mieux, c'est vrai que ça plaît au plus grand nombre. Et du coup, comme on a ça en exemple, on a une tendance à vouloir le suivre, j'imagine. Et vous, quand vous recevez ces scénarios, on vous met forcément dans un usage qui c'est des fois assez désagréable quand on se dit on me propose toujours des choses qui vont plutôt dans un usage ou une direction qui est habituelle. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et si c'est le cas, on vous voit comment? On vous imagine toujours dans quoi? On pense, les gens me disent souvent on doit vous proposer toujours les mêmes rôles, mais non, vraiment pas. Ou alors je ne l'ai pas remarqué. Non, j'ai l'impression qu'on me propose des choses assez diverses, mais souvent assez attendues. Alors comme on est dans une école de cinéma, souvent les réalisatrices et réalisateurs ils se disent mais qu'est-ce que je dois faire dans le scénario pour que l'actrice ou l'acteur remarque mon scénario, que ça l'intéresse? C'est quoi pour vous qui vous fait vous décider pour un projet plus que pour un autre? Je pense que, je sais pas, c'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. Il n'y a pas un truc. Il y a des gens qui vont aimer un genre d'humour et d'autres qui vont aimer les gros seins. Je sais pas. Simplement, ce qui va séduire, en tout cas faire tomber vraiment amoureux, c'est une sincérité. Donc pareil dans un scénario, je vais peut-être pas aimer, mais je pense qu'il vaut toujours mieux être sincère que essayer de se hisser ou de se baisser, peu importe, mais d'aller vers ce qu'on croit qui va plaire. Moi, je crois qu'il faut écrire un truc qui nous plaît à nous. Si on veut écrire un truc émouvant, il faut écrire un truc qui nous émeut, un truc drôle, un truc qui nous fait rire. Il ne faut pas essayer de faire rire les autres, d'émouvoir les autres. Je crois, parce que on ne sait jamais ce qui va leur plaire. Et vous, quand vous lisez le scénario, vous vous posez toujours la question de l'histoire globale, où vous vous dites, bon, le scénario a des faiblesses, mais le rôle m'intéresse, et dans le fond, ça m'intéresse presque personnellement de faire ce rôle-là, même si dans le fond, le scénario a des faiblesses, et que... Ça peut être les deux, mais en général, disons que j'aurais plutôt tendance Enfin, si c'est un scénario qui me plaît, même si je trouve mon rôle pas très intéressant, je vais avoir envie de le faire. Mais aussi, si je trouve le rôle intéressant et que le scénario est peut-être moyen, je vais avoir envie de le faire. Mais en général, si c'est bien, tout est bien. Il peut y avoir des défauts, mais il y a un peu de bien partout, quoi. Donc, et puis j'ai pas fait tant de films que ça, donc en tout cas, ce que j'ai fait, il y avait une cohérence entre ce que j'aimais dans le scénario et ce que j'aimais dans mon rôle. Oui. Et quand vous êtes retrouvé de l'autre côté, donc le court-métrage dont on parle, c'est un film qui s'appelle La Diagonale du Fou, qui est La Diagonale des Fous. Des Fous, pardon. Qui est un film qui était réalisé dans le cadre de l'Adami, donc qui propose à des jeunes comédiennes et comédiens d'être dirigés par quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui était votre cas, et de tourner un court-métrage qui est souvent présenté à Cannes. Vous l'avez fait l'année passée, en 2020. C'est juste, c'est ça? Oui, simplement, ça devait être présenté l'année passée, mais comme il n'y a pas eu d'édition, ce sera cette année. Quand vous avez écrit le scénario, vous vous êtes posé la question de ces passages obligés dans les scénarios des autres que vous aviez vus en disant, il ne faut surtout pas que je sois dans cette logique de vouloir bien faire? Je me suis pas dit, il ne faut pas que je sois dans cette logique de vouloir bien faire, parce que j'ai juste fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça m'avait un petit peu agacée quand, après avoir écrit le scénario, j'avais rendez-vous avec les producteurs et qui me disaient « Oui, mais ce serait bien que là, il y ait un élément déclencheur ou un... » Comme des termes déjà qui m'agaçaient. Et en plus, j'étais pas du tout d'accord. Bon, finalement, je l'ai pas fait. J'ai pas fait comme ils m'ont dit. Mais je sentais qu'ils avaient comme besoin que ça rentre bien dans les clous, quoi. Ouais. Mais moi, je m'étais pas spécialement dit ça. Déjà, c'était juste un court-métrage de 15 minutes. Donc, bon, il n'y a pas 50 scènes. Hein. J'ai écrit ce qui me faisait rire. Donc vous avez vu par où peut-être sous quelle fourche Codine devait peut-être passer les scénarios des autres pour se retrouver aussi formaté quand vous receviez les projets en disant mais c'est sans doute toute cette adjonction d'oukase, de direction des productions, de la télévision qui disent il faudrait le passage du machin qui fait qu'il y a une sorte de côté formé? Sincèrement, là pour le coup, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, comment font les autres, comment ils travaillent. Mais
Mais c'est vrai que, j'en parlais hier avec Vincent Pérez, je sais plus de qui il me parlait, qu'il avait regardé son interview. J'imagine que oui, tous les grands artistes déjà, même si on ne doit pas forcément aspirer à être un grand artiste, mais c'est sûr que c'est mieux de prendre leur exemple. Ils se fient à leur instinct, pas au conseil des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre de conseils, mais en tant qu'artiste, peut-être, bon, oui, je pense que si on a un instinct, c'est vers là qu'il faut aller. Après, si c'est pas bon, c'est qu'on n'a pas de talent. Enfin, ça peut sembler dur, ou c'est qu'on en a peut-être, mais ailleurs. Mais je pense que c'est pas en tout cas, je pense qu'il faut suivre son instinct. Et ça se manifeste par quoi? Parce que c'est vrai, c'est une phrase qu'on entend souvent, il faut suivre son instinct. Après, quand on est jeune, des fois, on se dit, mais est-ce que... Oui, je comprends. C'est sûr que c'est un conseil facile à donner, mais compliqué à entendre. Mais pour vous, ça passe par quoi? Par exemple, l'instinct, c'est de vous dire, j'ai pris une décision comme ça au dernier moment et je me suis pas trop posé la question, mais Non, c'est pas... Oui, pardon, je vous laisse terminer. Non, allez-y. Ouais. Oui, c'est vrai que quand je dis instinct, ça veut pas dire impulsion, ça veut pas dire, je sens ça, il faut faire ça. Non. Ça veut dire... un peu dans le fond de soi, ce qu'on sent qui est bon, ce qu'on sent qui est pas bon. C'est comme quand à l'école on veut aller dans le groupe le plus populaire, on en a envie, mais dans le fond on sait qu'ils sont pas très gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Et on y va quand même et ça passe, mais on sait qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un peu de perversité là-dedans. Voilà, c'est ça l'instinct. Et artistiquement, pareil, quand on se dit tiens, ce scénario, ça fait bien, là c'est propre, il y a bien la blague là le mec il tombe, mais est-ce que ça me fait rire? On sait si dans le fond, si c'est trafiqué ou pas. C'est ça que je veux dire. Après, c'est vrai que c'est une notion qui est compliquée à expliquer un peu tant qu'on ne l'a pas expérimenté, peut-être. Et ça veut dire que des fois, il faut être prêt à renoncer à des solutions de facilité qui plairaient à beaucoup de monde si on a l'instinct qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste. Ah oui, exactement. Moi, je crois vraiment. Et d'ailleurs, mais même dans plein de... Je sais pas, c'est con de prendre cet exemple, mais par exemple, quand j'étais à la météo... je vais donner 2 exemples de quand j'étais là-bas. Je sais que quelquefois, j'avais un co-auteur, et donc on écrivait ensemble, et il était super et tout ça. Et il m'est arrivé, peut-être 2-3 fois ou plus, je sais pas. Mais c'était des passages de 2-3 minutes, il fallait faire rire quand même, parce que si t'as pas les rires, tu te sens seul. Et quelquefois, il me disait « Ah, mais mets cette vanne-là, ça va être drôle. » Et moi, je la trouvais pas très drôle, mais il me disait « Tu vas voir, ça va marcher. » Et je le faisais, et c'est vrai que ça marchait, que les gens riaient. Mais franchement, c'était un rire qui me faisait mal, en fait. Parce que moi, je trouvais pas ça drôle, et ça me faisait de la peine. C'était très désagréable. Et je pense que d'avoir du succès avec un truc qui n'est pas sien, déjà, c'est pas très jouissif. Et l'autre exemple, c'est que... moi, par exemple, mes 2 passages à la météo dont on m'a le plus parlé, qui ont le plus marché, on va dire, même si c'était pas le but, c'est les 2 seules fois où on m'a déconseillé de le faire. Et finalement, voilà. Donc oui, je pense que ça veut pas dire ne pas écouter les conseils, ça veut dire que si on croit en un truc, il faut le faire. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez outrepassé, pour ces 2 exemples-là, le fait de vous dire « mais j'irai quand même ». Enfin, on m'a pas dit ne le fais jamais de la vie. Ouais. On m'a simplement déconseillé. C'est juste ça. On m'a dit franchement, on pense que tu ferais mieux de ne pas le faire. Voilà, ça s'arrête là. Il y a eu un peu plus de peur à le faire, par exemple, quand même, quand on y va. Est-ce que ça joue peut-être sur le fait que aussi, c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé au final. C'est parce que dans le fond, il y a eu une tension de vous dire, je suis pas si sûr d'être back-upé, d'être suivi. Peut-être qu'il y avait l'envie de leur dire, vous allez voir. Ouais. Mais en même temps. Je me souviens pas, je sais pas vous dire. Si je reprends l'exemple de votre court-métrage, le fait de se dire non, je suivrai pas les conseils du producteur parce que je ferai quand même ce que je veux, et que c'était votre premier film, donc c'est toujours une prise de risque en disant ils ont l'habitude, mais moi je pense que j'ai raison et je vais suivre mon instinct, je vais y aller. Ça donne aussi peut-être une forme d'énergie de se dire il faut que je me donne les moyens que ce truc marche. Alors dans ce cas-là, puisque déjà je me suis mis dans un endroit qui n'est pas la zone de confort habituelle où tout le monde dit bravo Doria, tu vas y aller, ça va être super. Oui, mais franchement. J'ai envie de dire déjà dans la vie, je ne sais pas si vous l'avez constaté ou comment vous vivez vos vies, mais moi souvent dans la vie, juste quand je parle avec mes amis ou quand je vais au restaurant, je ne sais pas, la plupart des gens ils disent des trucs, je ne suis pas d'accord avec eux, quoi. Donc a priori, même des gens, même si c'est des professionnels de ce métier,
Je veux dire, quand on va chez le coiffeur, par exemple, souvent, on va chez le coiffeur. Moi, j'ai beaucoup de copines qui sortent de chez le coiffeur, elles sont hyper déçues, elles trouvent que ça va pas du tout. Pourtant, le mec, c'est son métier. Bon, moi, c'est pas parce qu'un producteur, c'est son métier que j'estime forcément qu'il a raison, loin de là. Donc, je veux dire, le monde ne m'a pas assez prouvé que je pouvais lui faire confiance, quoi. C'est pas... Oui, pour moi, ça n'a pas beaucoup... en fait, je suis pas très impressionnée, c'est ça que je veux dire, par des gens juste parce qu'il est producteur ou juste parce qu'il est coiffeur. Voilà, c'est plus ça. Hier, on a fait un petit... quand on a discuté ici avec Vincent Pérez, on a fait un petit tour, mais comme ça, par hasard, on a passé du côté des agents. Et quel est leur rôle? Parce qu'il y avait une question dans le public qui était comment est-ce qu'on choisit son agent ou son agente, quels sont les critères qui pourraient être décidés pour cette personne ou pour une autre. Et puis quand je vous entends, ça me rappelle ce qu'on pouvait entendre de générations de comédiennes, peut-être qui étaient celles de Fanny Ardant ou avant elle, des gens comme Jeanne Moreau. Fanny Ardant, elle m'a dit, à un moment où je lui parlais d'agent, tout ça, de changer d'agent, enfin non pas que je voulais changer d'agent, mais juste on parlait des agents. Et elle me disait, mais vous savez, Doria, vouloir changer d'agent, c'est comme vouloir changer de fauteuil dans le Titanic. Vous le faites très bien. Merci. Vous le faites très bien. Non, mais c'est amusant parce que je me dis, ces femmes-là vous disent souvent, si j'avais eu un agent, il m'aurait déconseillé de travailler avec cette personne et j'ai bien fait de ne pas en avoir à l'époque ou de ne pas avoir écouté ce qu'on me disait parce que je n'aurais pas rencontré ce réalisateur ou cette réalisatrice, je n'aurais pas fait ce film, etc. Vous, le rapport que vous avez avec votre agent ou votre agente, c'est un rapport de toute confiance où vous êtes toujours sur vos gardes en disant, ça ne m'impressionne pas ce que tu penses. À votre avis. Je vous laisse répondre. Je sais pas qui est votre agent. En fait, je veux pas dire que j'ai pas confiance, il me connaît, c'est-à-dire qu'en fait, je me fais mon avis, il le sait très bien. Parfois, on a le même, parfois non, mais... Mais alors, à quoi il vous sert? Non, par exemple, si, vous voyez, le dernier film que j'ai fait, que j'ai tourné, c'est le film de Sébastien Marnier. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, j'étais pas... j'avais trouvé ça bien, mais déjà, j'avais pas non plus... peut-être vu tout ce que le scénario recelait, d'autant qu'il a été réécrit ensuite. Et surtout, je me trouvais que j'étais un mauvais casting pour le rôle. Je voyais pas comment j'allais jouer ce rôle, je voyais pas l'intérêt que je fasse ça, parce que je me disais, je vais pas bien le faire. Et donc j'étais sur le point de refuser, mais mon agent m'a beaucoup poussé à faire juste prendre un café avec le réalisateur, ce que probablement j'aurais pas fait. Et j'ai pris un café avec lui, et tout de suite j'ai compris le film qu'il voulait faire, et très vite j'ai eu envie de faire avec lui. Alors c'est quoi? Racontez-nous comment ça s'est passé, pourquoi vous avez accepté ce film-là? Ça c'est toujours un mystère pour les étudiants. Oui, mais alors si vous voulez, je vais vous dire. Mais ensuite, j'ai pas envie qu'on se dise il faut faire comme ça pour... Bien sûr que non. Là, c'était sincère, c'est pareil. En fait, j'ai vu dans sa façon de me parler... Déjà, j'ai aimé parce que je l'ai trouvé très simple. J'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas en train de me dire je suis très contente de vous rencontrer parce que je vous aime beaucoup dans ceci. Il était normal, quoi. Et puis en fait, je voyais, comme il était passionné par son film, il avait un petit dossier à côté de lui de photos, comment on dit, quand on a des photos références pour montrer un truc, un mood board. Un mood board, voilà. En français. Ouais. Il avait une sorte de mood board, donc il me montrait ses références et j'ai vu comme un enfant passionné par son truc. Voilà, ça m'a beaucoup plu, ça. J'ai vu qu'il savait où il allait, justement, qu'il n'était pas en train de suivre telle ou telle ligne et qu'il avait son truc. Et puis aussi, ça c'est autre chose, mais il m'a rassuré sur les raisons pour lesquelles il me voulait dans le rôle, parce que moi je lui ai dit que je pensais être un mauvais choix, et en fait... Le film de Sébastien Marnier, vous l'avez tourné après le film que vous avez réalisé? Oui, le film, je viens de finir il y a 2 semaines. Là. Est-ce que ça a changé, après la réalisation de ce court-métrage, ça a changé la façon dont vous comprenez, vous entrevoyez le travail des réalisatrices et des réalisateurs? Pas tant que ça, non, franchement, mais je dois dire que non, ça n'a pas trop changé. En fait, mais après, c'est vrai que sur... vous savez, sur Monsieur et Madame Adelman, j'étais très proche de Nicolas Bedos, donc je n'ai pas découvert non plus... Enfin, je savais un peu comment ça se passait. Non, mais on le sent passer quand même à travers soi. C'est comme quand on dit aux réalisatrices, aux réalisateurs, vous devriez jouer une fois pour juste sentir physiquement ce que ça fait. Là, vous avez senti physiquement ce que ça fait d'être réalisatrice. Je me disais, est-ce que vous ne nous avez pas trouvé plus touchant ou un peu plus... Si, c'est vrai, vous avez raison, maintenant que vous le dites comme ça. Oui, ça a changé. En fait, je me suis sentie plus aimée. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur mon court-métrage à quel point j'aimais mes acteurs.
Et j'avais entendu d'ailleurs déjà en interview bien sûr, des réalisateurs dire j'adore les acteurs, mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et c'est comme si je l'avais compris là. Et je l'ai senti ensuite quand j'ai fait 2 films après, ou même je sais plus. En tout cas, quand j'ai tourné avec Anne Fontaine, j'ai senti beaucoup son regard très bienveillant, et avec aussi Sébastien Marnier, c'est vrai que j'ai senti ça. Donc je me suis sentie plus chaud, plus, je sais pas comment dire. Comme dans un petit cocon, un peu plus. Parce que vous aviez plus en sécurité. Porté du désir sur les comédiennes et comédiens que vous avez filmés. Oui. Vous avez essayé du désir, non, pas du désir, de la bienveillance, je dirais. Bon. Ça peut être la même chose, le désir et la bienveillance. Ah bon, Ça peut. Bah, ça peut cohabiter, mais c'est pas la même chose. Désir et bienveillance. En tout cas, pour moi. Vous n'utiliseriez pas le terme de désirer les comédiens, mais plutôt de leur vouloir du bien. Bah, on peut et les désirer et leur vouloir du bien, mais en tout cas, pour moi, c'est des notions différentes. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas, oui, je les ai désirés aussi, c'est vrai. Mais oui, vous trouvez pas que c'est des notions différentes, désirer et vouloir du bien ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on peut être bienveillant pour les techniciens et techniciennes qui sont présents sur le plateau. J'ai l'impression, et j'espère que les réalisatrices et réalisateurs sont bienveillants et bienveillantes, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus quand vous parlez d'être aimé. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le désir, c'est pas forcément un désir qui envahit, c'est juste une sorte on a envie de les avoir vers nous, de les voir. C'est ce que vous appelez sans doute cette forme d'attache, de vouloir qu'ils soient bien, de vouloir qu'ils soient... Oui, quand je dis bienveillance, c'est ça, c'est vouloir qu'ils soient bien, même pour eux, voilà, vouloir qu'ils soient, leur donner le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Enfin, leur faire donner le meilleur. Ce que vous dites, la façon de les diriger, c'est de se dire, je les aime assez parce que je voudrais qu'ils soient heureux au final, quand ils verront le film, et qu'ils se disent, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Ouais. On a des questions parce que le temps court, mais il y avait déjà une question dans la salle, je pense, de la part de Yann, qui est là, Chisevski, qui est un étudiant. Alors, bonjour Doria, merci beaucoup d'être là en tout cas. Et je voulais vous poser une question. Alors, en faisant vos débuts dans l'humour, vous vous affirmez à la fois comme une actrice mais aussi comme une autrice. Du coup, je me suis demandé au début, quand vous avez commencé à vous faire diriger par d'autres gens, est-ce que vous vous autodirigiez beaucoup ? Est-ce que vous étiez beaucoup plus dans l'écoute ? Comment ça se passait ? Est-ce que vous appréhendez le fait de vous faire diriger ? J'appréhendais pas, parce que en fait, c'est arrivé un peu progressivement, parce que la première fois que je me suis fait diriger, c'était par Nicolas Bedos, avec qui j'avais écrit, dont j'étais à l'époque la compagne. Donc, on était trop proches pour que je sois surprise par la façon dont il m'a dirigée. Mais ensuite, en fait, j'étais assez surprise sur les autres tournages du peu de direction. En fait, la plupart des réalisateurs dirige assez peu, du moins dirige peu par rapport à moi, l'image que je m'en faisais. Je pensais que moi, les réals, ils venaient, ils disaient ouais, alors tu vois, il faut faire ça. Hein. La plupart du temps, c'est pas ça. Hein. Parfois, ils disent rien du tout. Parfois, ils disent juste oui, un petit peu plus gai, un petit peu plus intense. Je sais pas, mais un petit peu plus rapide, un petit peu plus fort. Mais moi, j'ai pas travaillé avec des réalisateurs qui dirigeaient tant que ça. Et donc, et puis. J'ai vu aussi, par exemple, une fois, j'ai fait un film avec quelqu'un, un réalisateur dont moi je trouvais qu'il n'avait pas de sensibilité sur le jeu des acteurs. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, putain, il faut soit tout seul se faire gaffe. Hein, je sais pas d'ailleurs si j'y suis parvenue, mais oui, en tout cas, j'ai eu cette surprise-là. Finalement, je pense que, en tout cas, les réalisateurs avec qui j'ai travaillé ne dirigent pas tant que ça, mais je crois que leur direction se fait peut-être aussi au casting. C'est-à-dire que peut-être que souvent on écrit un rôle, ou en tout cas on a un rôle sous les yeux, et puis quand on pense à quelqu'un, on imagine déjà la façon dont la personne va le jouer, il n'y a peut-être plus grand-chose à faire. Mais vous étiez un peu... J'ai répondu à votre question ou pas, oui ? Vous étiez un peu déçu de ça, du fait qu'il y ait des fois pas autant de direction que ce qu'on avait imaginé j'étais pas déçue, mais j'étais étonnée en fait. Mais c'est peut-être logique, parce que c'est vrai être dirigé, c'est compliqué, c'est déstabilisant un petit peu. On peut pas intégrer non plus 1000 données, donc voilà, peut-être qu'il vaut mieux travailler dans la détente avec simplement assez peu d'instructions. Mais c'est vrai que c'était pas comme ça que j'imaginais. Je le dis parce que je sais pas si vous avez déjà fait des tournages, ou vous êtes déjà allé sur beaucoup de tournages. Enfin, je me rends pas compte de l'expérience que vous avez. Mais je le dis parce que oui, c'était une surprise pour moi. Et que
Je pense que c'est souvent la direction d'acteur, ou peut-être qu'elle était différente avant, mais moi, à travers les interviews que je voyais d'acteurs, ou à travers des scènes de tournage de films que je voyais dans des films, je pense que la direction d'acteur est parfois un peu romancée par les acteurs ou je sais pas. Et vous avez l'impression que vous, ce qui vous aide, c'est qu'on vous dise plutôt comment faire ou pourquoi le faire? Moi, si on me dit rien, ça va. Hein. Ça va aussi. Ouais. Vous vous construisez vous-même, vous travaillez vous-même de votre côté. Disons que je pense que si. Non, mais c'est pas. J'ai aucun problème à ce qu'on me dirige, mais si c'est bien écrit, j'imagine que après l'acteur il va faire un truc et puis après je suis ravie moi qu'on vienne me dire mais comment faire ou pourquoi le faire. Non, disons que si on est obligé de me dire pourquoi le faire, c'est que je n'ai pas compris. Ouais. Mais si j'ai pas compris, je suis contente qu'on me l'explique. Mais a priori, je devrais l'avoir compris à la lecture, peut-être normalement. Donc. Alors cette chose, vous avez raison, qui est souvent un fait volontaire ou des fois involontaire, de se dire la direction d'acteur se fait déjà beaucoup au casting. On prend quelqu'un en sachant qu'on le prend pour un usage. Il y a aussi le danger des fois que ça bloque les comédiennes et les comédiens dans un certain registre de jeu qui des fois échappe aux anglo-saxons qui disent on pourrait prendre Doria Tillier pour jouer une obèse et on lui demanderait de se préparer pour le faire. Et peut-être qu'en France on dirait on va pas lui demander ça parce que c'est pas son usage. Il y a un réalisateur qui a invité ici, Bertrand Blier, un grand scénariste aussi, qui lui souvent a justement pris des acteurs pour ce qu'ils n'étaient pas en leur demandant de faire exactement l'inverse de ce qu'on imaginait d'eux. Je pense à Trop belle pour toi ou des films où on se disait voilà, Balasco va être la femme qui va être magnifiée et Carole Bouquet sera la femme qui sera délaissée. Est-ce que vous, il y a une forme, pas de nostalgie, mais des fois de désir de se dire pourquoi est-ce qu'on ne me demande pas de jouer quelque chose qui est complètement à l'inverse, même physiquement, de ce que je suis? Et que justement, là, ça demanderait un très grand travail de préparation et de direction parce qu'il faudrait que je me mette en condition de ce que je ne suis absolument pas. Moi, je l'ai fait pas mal en fait, ça. Je me suis beaucoup déguisée quand j'étais à la télé. Je continue parfois de faire des sketchs pour Canal+, où je fais une journaliste américaine. Donc, j'ai pas trop cette frustration-là. Au cinéma, j'ai pas l'impression qu'on me cantonne. Peut-être c'est le cas, hein, je suis pas en train de me la péter, genre on me propose plein de trucs variés, mais c'est plus mon sentiment à moi. Non, moi, je me dis pas à chaque fois, on propose encore le même truc. Pas du tout. Donc non, c'est pas un désir spécifique que j'ai. Déjà, j'aimerais bien réussir à bien faire un truc assez proche de moi. Oui, c'est pas quelque chose non, que je regrette. Mais quand vous étiez de l'autre côté, que vous avez choisi vos comédiennes et vos comédiens pour vos courts-métrages, c'est des questions que vous vous êtes posées, de vous dire est-ce que je prends quelqu'un tel que je l'ai imaginé ou est-ce que j'essaye de me dire tiens, il n'a pas du tout le physique que j'avais, mais c'est bien, ça va modifier un peu le scénario. J'avais pas imaginé tant un truc physique en fait, c'était plus des... c'était pas tant physique, enfin, je savais juste que je voulais que la fille, s'il y avait juste un truc physique sur la fille, je voulais qu'elle soit au moins un peu désirable, qu'elle puisse être sexy, mais de n'importe quelle façon, mais il fallait qu'elle ait un petit truc, voilà. Mais mis à part ça, il n'y avait pas de critères physiques et je m'étais vraiment rien dessiné dans ma tête. C'était plus une personnalité. Et bien sûr, je me suis ouverte à être surprise. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas non plus fait casting. C'est un petit court-métrage. J'ai pas vu 10 000 comédiens. Hein, donc mais j'ai quand même pris des gens qui correspondaient à ce que je voulais. Donc vous avez quand même une image assez claire en tête, même si vous dites que c'était pas physique, mais quand même, il traînait dans votre tête une image assez claire des personnages. Oui. Mais vraiment, c'est pour moi, c'est-à-dire, je pense pas que ce soit une façon de travailler, enfin, que ce soit comme ça qu'il faille travailler. Moi, c'est vrai, et moi d'ailleurs, je pense que j'étais même un peu chiante. Hein. J'étais pas du tout ouverte, enfin, j'étais ouverte aux propositions, mais je savais quand même ce que je voulais de façon assez précise, quoi. Presque à l'intonation. Enfin, parfois à l'intonation, pas toujours, mais oui. Alors, avant qu'on reprenne les questions des internautes, ça intéressera beaucoup de personnes qui sont dans cette stratégie maintenant. C'est quand vous avez fait le casting de ces personnes, vous leur avez demandé quoi? Comment ça s'est passé alors? Alors déjà, et d'ailleurs ils m'ont tous dit qu'ils avaient beaucoup apprécié, parce que je leur ai envoyé
parce qu'il y avait, j'aurais fait des scènes d'essai, quoi. J'avais choisi 2 petites scènes pour chacun. Mais je leur avais envoyé déjà tout le scénario, même si c'était pas très long à lire, et puis une note d'intention, mais qui s'adressait à eux. C'est un peu con, hein, mais en leur disant je sais que c'est stressant un casting, mais sachez que ceci, cela. Moi, mes références, je leur avais cité des séries que j'aimais bien. Pour qu'il y ait comme une couleur un peu et puis qu'il y ait un truc un peu humain. Et ils m'avaient tous dit, ceux qui ont passé le casting, merci. Et j'avais fait ça parce que moi, en tant qu'actrice, souvent, j'ai reçu des scènes d'essai pour des castings et je sais pas trop de quoi ça parle, et puis je sais pas quel ton, quel est le ton du réal, qu'est-ce qu'il veut, ni qui il est. C'est pas très humain et ça fait peur déjà de passer un casting. Donc voilà. Et qu'est-ce que je leur avais demandé? Donc de jouer des bouts de scène. C'est dur, hein, c'est dur. En plus, c'était dans mon appartement. On vient comme ça chez quelqu'un. On est devant un mur. Il y avait la directrice de casting et moi, et on dit vas-y, c'est pas facile. Et vous leur donniez la réplique, vous? Je leur donnais la réplique, ouais. Voilà, c'est vous qui Oui. C'est vous qui posez des questions. Bonjour Doria, je vais vous poser les questions des internautes. Donc on va commencer avec une question de Jules qui vous demande avec quel réalisateur ou réalisatrice aimeriez-vous tourner aujourd'hui? Je me pose souvent la question. Pas dans le sens où il y en a, mais j'ai pas genre j'ai pas un réalisateur ou une il y en a beaucoup que j'aime bien. C'est vrai que j'aimais beaucoup le cinéma de Woody Allen, mais maintenant je pense qu'il y a peu de chances que je tourne avec lui. Mais j'aurais bien aimé tourner avec avec lui. Sinon, mais si aujourd'hui vous proposez quelque chose, vous accepteriez? Vous qui êtes assez franc du collier, qui n'aimez pas le politique. Je pense que oui. Vous accepteriez? Oui, pourquoi j'accepterais pas? Je suis d'accord avec vous, ouais. Enfin, vous voulez dire par rapport aux polémiques, vous voulez dire? Oui. Non, je savais pas si vous vouliez dire par rapport aux polémiques ou par rapport au fait que peut-être on peut considérer que ces derniers films sont un peu moins bien. Enfin, je trouve personnellement, mais ça reste bien quand même. Donc je serais quand même contente. Hein. C'est pas genre c'est de la merde, attention, j'ai pas dit ça. Et vous vous poseriez pas cette question de vous dire... Je me la poserais, mais bon, là c'est un peu un autre débat. Je peux entrer... Je me la poserais, mais bon, si vous voulez, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de... Enfin, lui dit qu'il est innocent. Je dis pas du tout qu'il est innocent, mais je vais refuser de tourner avec un mec qui est peut-être, mais pas... Enfin, pour moi, c'est pas évident. Ça va un peu loin, là. Non, enfin... D'accord. En tout cas, c'est pas ça qui m'arrêterait. Ouais. Bon, ni rien d'ailleurs, donc oui. Si jamais il nous regarde... Hein. Enfin, je serais plus enthousiaste que ça, parce que... Une autre question. Oui, alors on a une question de Anna. Oui, attends, et du coup, pour répondre aussi à la question, donc il n'y a pas un réalisateur, enfin voilà, mais c'est pour ça que, franchement, parfois, il y a des premiers films, je pense qu'ils peuvent être très bien. Je pense que c'est plus un scénario, en tout cas moi, qui va me donner envie. Ok. Donc Anna vous demande, qu'avez-vous ressenti en jouant aux côtés de grands acteurs comme Daniel Auteuil ou Fanny Ardant dans La Belle Époque? Pardon, je souris, je me moque pas de la question, Anne. Vous ne l'auriez pas dit, on n'aurait pas pensé que vous vous moquiez. Maintenant, on est sûr que vous vous foutez de sa gueule. Hein, ça, non, je me moquais pas d'ailleurs, c'était pas le cas, mais parfois je souris et les gens croient que je me moque, alors là, je l'ai précisé. En fait, Fanny Ardant, bon, j'ai pas joué avec elle, en fait. On est dans le même film, mais on n'a pas de scène ensemble. Et Daniel, en fait, c'est... Par exemple, moi, je pouvais avoir peur d'être impressionnée, mais pas du tout, parce que c'est quelqu'un de très très simple et un acteur, enfin il y a peut-être des très bons acteurs qui sont impressionnants, j'en sais rien, mais lui par exemple n'est pas impressionnant, mais c'est une qualité, hein. C'est-à-dire que il est juste acteur, voilà, il va jouer face à moi et c'est juste un acteur, et donc j'ai rien ressenti de particulier parce que c'est Daniel Auteuil ou parce que c'est un grand acteur. C'est agréable et c'est facile de jouer avec un bon acteur, voilà, c'est juste que c'est plus facile, mais vous disiez tout à l'heure, ça va peut-être dans le même sens, que vous n'étiez pas forcément impressionné par les gens, en fait, dans le fond, dans le sens impressionné, paralysé par des gens qui auraient une carrière ou quelque chose de très important. Qu'est-ce qui aurait tendance, par contre, sur un plateau, à produire de l'anxiété pour vous? Je pense qu'un manque de simplicité. Je pense que ce qui est stressant, c'est
de pas avoir confiance et on n'a pas confiance quand l'autre n'est pas simple. Après, ça veut pas dire qu'il est pervers, peut-être que lui-même est mal à l'aise, mais Daniel Auteuil, il était simple, il n'y avait pas de donc oui, ce qui peut me mettre mal à l'aise, je crois que c'est ça. Puis vous disiez quelque chose... Parfois, il y a des gens qui effectivement ont du talent et des raisons d'en être là où ils en sont, mais qui ont conscience de ça et qui en jouent un peu, peut-être. Très légèrement, hein, c'est pas criminel, peut-être ça m'est arrivé, je sais pas, mais c'est vrai que comme s'ils voulaient être un peu au-dessus, quoi. Et ça impressionne, quand l'autre cherche à impressionner. C'est la chose souvent, on pose souvent cette question de se dire est-ce que c'est impressionnant de jouer avec Fanny Ardant et Daniel Auteuil, mais en fait on devrait se dire est-ce que c'est pas impressionnant de jouer avec des gens qui ne sont pas des acteurs. C'est peut-être beaucoup plus dangereux de jouer avec des gens qui sont des non-professionnels, parce qu'ils peuvent surgir d'un seul coup une sorte d'effet comme ça de réel qui est très difficile à encadrer quand on est une actrice ou un acteur. Ça m'est pas arrivé. Ça vous est pas arrivé? Et c'est une expérience qui vous intéresserait? Ou pas trop? Ni l'un ni l'autre, parce que c'est-à-dire que moi je trouve pas qu'il y a acteur ou pas acteur non plus. Enfin, je veux dire, moi le premier film que j'ai fait, je sais pas si j'avais pas fait de film avant. Est-ce que j'étais actrice, pas actrice? Non, mais Bruno Dumont vous appellerait pour tourner dans un de ses films, ou vous joueriez dans un film? En vrai, moi j'ai jamais vu de film de Bruno Dumont, donc je sais qu'il joue avec des non-acteurs, mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc il m'appellerait. Je regarderai ses films et puis je lirai son scénario, mais je suis pas fermée à l'idée de jouer avec des non-acteurs du tout. Mais c'est quelque chose qui vous mettrait plus, vous poseriez des questions différemment évidemment de jeu en vous disant, ou pas du tout, vous iriez... Je pense pas, je pense que ce serait pareil pour moi. Alors on a Julia qui demande quelle actrice vous inspire au niveau de son travail et de sa carrière? Moi je suis très actrice ou acteur, moi c'est vrai que j'ai toujours été les premières personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'est des comiques. C'était Valérie Lemercier ou Jim Carrey, un peu des gens comme ça. Et aujourd'hui encore, c'est des gens. Oui, moi mes acteurs préférés, souvent. Je disais Jim Carrey, Robin Williams. Je sais pas, j'adore Kristen Wiig. C'est bizarre que je cite Kristen Wiig là. C'est pas non plus mon actrice préférée, mais oui, en fait, c'est vrai que par exemple, si je dois en citer deux, mais c'est des hommes, c'est vrai. C'est Jim Carrey et Robin Williams. Par exemple, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspirée. Après, si vous me demandez mes actrices préférées, Meryl Streep, c'est mon actrice préférée, mais je sais pas si elle m'inspire vraiment. Je la trouve géniale, mais je la trouve très différente de moi, donc c'est pas vraiment une source d'inspiration. Non pas que je sois non pas que Jim Carrey ou Robin Williams ils soient pas différents de moi, mais peut-être moins, je sais pas. En tout cas, ils m'inspirent plus. En tout cas, oui, ceux qui m'inspirent, c'est souvent des comiques quand même. Mais c'est parce que vous pouvez reconnaître dans le fond une forme d'expérience qui est peut-être un peu semblable à la vôtre. Ils ont fait de la scène. Je pense pas que ce soit lié à l'expérience. Vous savez, je pense que c'est un regard, un sourire, une façon de faire une blague à un moment, en fait. Après, peut-être que la façon de faire ce sourire-là, ça raconte... Je pense pas que ce soit lié à un vécu. Je pense que c'est plus lié à une façon de voir le monde. Mais je reconnais chez eux comme une familiarité qui, moi, m'inspire parce que je me dis... je me trompe peut-être, mais je vois ce qu'il veut dire à travers ça. Et ça me parle parce que je pense pareil. Voilà. Et ça m'inspire parce que je dis, ah là là, il pense comme moi, il l'assume, mais il arrive à faire ça, il n'a pas peur, il monte sur scène et il est en train de faire le singe devant les Oscars, je sais pas. Je trouve ça inspirant parce que je les trouve très libres. Mais oui. Alors j'ai encore une autre question de Karine. Vous sentez... Et Valérie Lemercier aussi, je reparle d'elle parce que déjà c'était une source d'inspiration et puis comme on m'a dit actrice du coup, bon, quand même. Et Valérie Lemercier aussi, je trouve qu'elle avait cette liberté-là de faire des choses que je trouve très décalées. Parfois, moi je l'ai vu en spectacle, parfois les gens ne rient pas, c'est pas drôle, mais c'est pas forcément un rire sonore. Donc d'être seule quand même, et c'est là encore où je parlais d'instinct, un truc un peu chelou quoi, et juste de croire en son délire. Et ça m'inspire beaucoup ça. C'est la seule française de votre liste. Tous les autres sont américains. Il y a plus d'Américains que de Français. Donc, c'est pour ça. Pardon, c'était... Ah oui, Karine, qui vous demande si vous vous sentez plus à l'aise avec des réalisateurs ou avec des réalisatrices.
franchement, je me pose pas sincèrement trop la question du genre, mais il n'y a pas de... Je peux vous dire avec qui je me suis sentie plus à l'aise, mais par exemple, les 2 dernières personnes avec qui j'ai tourné, c'était un homme et une femme. Enfin, l'un un homme, l'autre une femme. Je me suis sentie à l'aise avec les deux. Je fais pas de différence. Je sais pas. Mais c'est quand même une façon, parce que j'ai l'impression, par exemple dans le film que vous avez réalisé, on va pouvoir le regarder après pour les personnes qui sont dans la salle, pas les gens qui sont évidemment en différé, mais d'où la raison de venir, si vous pouvez ici voir les masterclass, on pourra voir le court-métrage que vous avez réalisé à la suite de cette discussion. Malgré tout, vous vous êtes posé la question de, par exemple, la place et le regard qu'on portait sur votre personnage féminin, qui est un des personnages pivots, en fait, dans le film, la journaliste, et vous vous êtes dit... J'ai envie de lui donner une vraie place, qu'elle soit un petit peu différente que dans les autres films, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, mais sincèrement, pas du tout. Je me suis pas du tout posé aucune question. J'ai vraiment écrit ce qui me faisait marrer, comme on fait une blague, mais après, les blagues qu'on fait au café, elles traduisent aussi ce qu'on pense. De la même façon que... je sais pas pourquoi, parce que je parlais de blague raciste l'autre jour. Oui, peut-être que quelqu'un qui est raciste va faire une blague raciste, mais il se dit pas, tiens, je vais faire une blague raciste. Juste, comme il est raciste, la blague est raciste. Et moi, je me suis pas dit, je vais faire un film. Voilà. Après, il se trouve que c'est vrai que c'est un commentaire qu'on m'a fait et je le vois, je le vois un peu, mais moi, j'ai pas réfléchi à ça du tout. Mais c'est peut-être en cela que c'est une position, c'est-à-dire même si elle n'est pas réfléchie, ça n'empêche pas d'avoir une position, c'est de se dire le corps qu'une blague traverse, il est très différent si c'est une femme qui fait la blague ou si c'est un homme. Et ce qu'on peut remarquer plusieurs fois quand vous étiez à la télévision, mais aussi dans les films que vous avez réalisés ou quand vous écrivez pour vous, c'est que vous vous autorisez des choses qu'on destinerait plutôt aux hommes habituellement, dans des répliques, dans une façon de dire, de parler, et de se dire je vais le faire, et ça devient drôle et ça produit du décalage, parce que du coup dans votre bouche, traversé par votre corps, ça produit un effet de sidération qui est amusant. Je pense que vous êtes... Moi, je le dis sans... Franchement, je ne suis pas une très bonne analyste des choses. Et je crois que ce que vous dites doit être juste. Mais, par exemple, moi, je ne l'avais jamais analysé comme ça. Donc, oui, sûrement. Voilà, si je dois analyser pourquoi c'est drôle, alors peut-être effectivement que c'est drôle parce que c'est le genre de phrase qu'on entend dans la bouche d'un homme. Mais j'y ai pas songé de cette façon-là. C'était plus instinctif. Je dis ça parce que quand même c'est vrai que Valérie Lemercier, vous parliez d'elle, elle a ouvert un certain nombre de possibilités, en fait, de choses qui peut-être dans la tête des spectateurs se disaient les femmes ne disent pas ça. Et à un moment donné, elle s'est dit, moi peut-être comme vous, elle s'est dit, je dis des choses, sauf que ça produit un très grand décalage, et quand cela, vous l'avez dit au début, sans que vous avez parlé de féminisme, c'est qu'il y a une forme de mise en pratique de quelque chose sans que ce soit du discours. Vous dites vous-même, je suis pas analyste, je suis pas là pour faire de la politique, mais en fait, de ce que vous faites, ça produit un discours qui peut-être est la chose aussi qui fait qu'on s'intéresse à votre carrière, que vous nous étonnez ou que... Oui, mais moi je crois que la meilleure façon, mais encore une fois c'est même pas réfléchi, hein, mais puisque vous en parlez, je crois que la meilleure façon de transmettre des choses, des idées, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est par l'exemple. C'est-à-dire, moi par exemple, mes parents, et je trouve que, enfin je cite un exemple qui pour moi est une bonne, enfin je suis contente de l'éducation que j'ai reçue. Mes parents ne m'ont jamais dit il faut être comme ci ou il faut être comme ça, jamais. Mais en les voyant agir, ça coulait de source, quoi. Donc, je pense que les messages, il est partout. Donc oui, c'est pour répondre, pas répondre à ce que vous dites, mais pour prolonger ce que vous dites. Je ne fais, je fais pas de politique. En tout cas, si je devais en faire, et franchement, loin de moi l'idée, mais si je devais en faire, c'est sûr que ça passerait forcément par juste des exemples de situations qui montrent des choses, mais je n'ai pas de message. Voilà, prenez. Vous avez fait ce court-métrage, est-ce que ça vous a donné... On en a beaucoup parlé, là, vous vous attendez... franchement, c'est un petit court-métrage, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas grand-chose. Non, c'est ce que ça vous a donné pour le coup... Vous croyez que c'est un truc ultra féministe et tout? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le film, en fait, dans le fond, il donnait, par exemple, les rôles, la façon dont vous attribuez les rôles dans le film, elle est intéressante parce que c'est même pas tellement qu'elle soit exceptionnelle, mais c'est drôle à quel point, justement, vous vous dites, il doit y avoir une forme d'égalité dans les répliques. Vous savez, par exemple, ce qui est de l'ordre du premier rôle, du deuxième rôle, du troisième rôle, vous créez un petit trio, et dans le fond, chacun est servi à un endroit différent. Et ça, c'était conscient de vous dire, je veux pas qu'il y ait... Non, alors ça, c'est vrai que c'était un peu une des contraintes, mais
qui tombait bien. Mais je ne sais pas s'il y avait un peu cette contrainte, puisque le principe de l'Adami, c'est de mettre en avant, il faut qu'il y ait 3 rôles principaux à peu près, peu ou prou équivalents. Donc voilà, j'ai dû faire comme ça. Mais ça tombait bien, parce que c'est vrai que si j'avais pas eu cette contrainte, peut-être j'aurais moins fait attention à ça. Et enfin, remarquez, ça aurait peut-être été encore mieux. Et du coup, il y a une distribution des vannes et du pouvoir comique qui est assez égalitaire et qui est assez jolie, parce qu'il n'y a pas des personnages qui ont l'usage de faire rire les autres et de supporter le comédien principal ou la comédienne principale. Ce qui est joli, c'est cette petite distribution presque un peu à la Lubitsch, de se dire chacun a le droit à son petit moment d'humour, à son petit... et ça crée une sorte de démocratie comme ça dans le gag et la vanne qui est plutôt agréable. Donc ne dévalorisez pas le film qu'on va voir maintenant et qui va faire plaisir aux gens qui le regardent ici. Est-ce que ce film vous a donné le goût maintenant et surtout le courage de faire un long métrage, où vous dites non, pas tout de suite? Le goût, certainement, de le faire. Ce qui me manque, je pense que c'est... Oui, je ne sais pas si c'est le courage, mais simplement l'énergie. C'est pas vraiment la... Mais c'est difficile de sortir de son lit. C'est plus facile d'aller boire un café avec une copine. Et c'est vrai que je gagne ma vie comme actrice, donc j'ai pas besoin à tout prix, et donc oui, je manque peut-être un peu d'énergie, mais j'espère que je réaliserai à nouveau quand même avant trop longtemps. C'est plus d'énergie d'être réalisatrice que d'être comédienne, vous trouvez? Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah oui. Mais en même temps, c'est plus excitant, c'est-à-dire que tout va ensemble, c'est-à-dire que, mais bien sûr, c'est beaucoup plus être actrice. Enfin, c'est pas que c'est facile, mais oui, c'est plus d'énergie de réaliser. Il faut penser à tout, c'est beaucoup plus stressant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, et qu'est-ce qu'on, peut-être rien, qu'on doit dire sur la diagonale des fous avant de regarder le film? Ouais, bah là, on en a dit pas mal. Ouais. Non, mais enfin vraiment. Donc du coup, j'ai envie quand même de rabaisser un peu le truc. C'est un truc très simple. On l'a tourné en 3 jours. Ah, ça c'est important. Le film est tourné en 3 jours. C'est intéressant. C'est des étudiants et étudiantes qui doivent tourner des films. Ils disent 6 jours, mais il n'y aurait jamais assez de temps pour tourner un film en 6 jours, de 10 minutes ou de 15 minutes. Bah, en fait, c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux d'en parler après, parce que c'est compliqué de parler d'un film avant. Donc je sais pas quoi vous dire. On l'a tourné en 3 jours. Voilà. Et on l'a tourné en 3 jours. Et sur une île. Oui, je sais pas si oui, ça se passe à l'île de la Réunion. Ça, c'était une des contraintes parce que c'est un programme qui impose un thème chaque année. Et là, le thème, c'était ils avaient fait un partenariat avec la région de la Réunion, donc on devait tourner là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Doria Tillier. Merci. Alors.